361 mètres et 53 centimètres de pierre dressée vers le ciel, plus haut que toute autre église jamais bâtie sur Terre. 5 siècles de chantier, 10 000 habitants qui décident de financer seuls, sans évêque ni prince, l'édifice le plus ambitieux de leur époque. Une flèche si haute qu'elle dépasse même la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pourtant, ce monument colossal n'est pas une cathédrale. Bonjour, je suis Vitan Latour. Bienvenue dans ce nouveau récit consacré à la cathédrale d'Ulm, le Münster d'Ulm, la plus haute église du monde. Pour comprendre comment un tel prodige a pu naître, il faut remonter bien avant la première pierre, jusqu'à une ville médiévale au bord du Danube, dont la richesse n'avait d'égal que la vulnérabilité. L'automne de l'an 1376 est glacial sur les rives du Danube. Derrière les remparts d'Ulm, les habitants retiennent leur souffle. L'empereur Charles IV en personne a massé ses troupes aux portes de la cité. Les rues sont barricadées, les réserves de grains comptées, les familles entassées dans les maisons à colombages du centre. Mais ce qui tourmente le plus les Ulmois en ces jours de siège, ce n'est ni la faim ni le froid. C'est un fait aussi simple que cruel. Leur église paroissiale se trouve de l'autre côté des murailles, hors de la ville, inaccessible. Pour prier, pour baptiser un enfant, pour enterrer un mort, il faudrait franchir les lignes ennemies. Cette église, dédiée à Notre-Dame, existe depuis des siècles. Charlemagne l'a placée sous l'autorité du monastère de Reichenau dès l'an 813. Elle n'appartient pas aux Ulmois. Elle dépend d'un pouvoir extérieur, lointain, indifférent aux réalités d'une ville assiégée. Et voilà que la guerre révèle une évidence longtemps ignorée. Ulm, l'une des cités les plus prospères du Saint-Empire, ne possède même pas son propre lieu de culte à l'intérieur de ses murs. Pour saisir l'ampleur de cette humiliation, il faut mesurer ce qu'Ulm représente à la fin du XIVe siècle. La ville est mentionnée pour la première fois dans les chroniques en l'an 854 en tant que domaine royal. En 1181, l'empereur Frédéric Barberousse lui accorde le statut de ville impériale libre, un privilège considérable qui la place sous la protection directe de l'empereur, sans seigneur intermédiaire. Ce statut attire marchands et artisans comme un aimant. Ulm se trouve au carrefour de routes commerciales majeures, reliant l'Italie du Nord, aux Flandres, la France aux confins orientaux de l'Empire. Le Danube, surtout, fait sa fortune. Ulm est le premier port en amont où le fleuve devient navigable. De ces chantiers navals partent les fameuses Ulmer Schachten, ces barques à fond plat chargées de marchandises qui descendent le courant jusqu'à Vienne, Budapest et Belgrade. Une fois arrivées à destination, les embarcations sont démontées et leur bois vendu avec la cargaison. Les marchands rentrent à pied, construisent de nouvelles barques et recommencent. Au XVe siècle, cette prospérité atteindra son apogée. Le territoire de la ville s'étend sur 300 000 carrés, englobant 3 bourgs et 55 villages. À l'exception de Nuremberg, aucune autre ville libre de l'Empire ne possède un domaine aussi vaste. La population avoisine 60 000 âmes. Mais revenons à ce moment charnière de 1376, car c'est dans l'épreuve du siège impérial que germe une décision qui va transformer la ville pour toujours. Comment une cité, à peine sortie d'un siège, encore marquée par la peur et les privations, trouve-t-elle l'audace de lancer le plus grand chantier de son histoire? La réponse tient dans la structure même de la société ulmoise. En 1345, un premier accord entre patriciens et corporations artisanales a redistribué le pouvoir municipal, accordant 17 des 31 sièges du Conseil aux représentants des guildes. En 1397, le Grand Serment, considéré comme une des premières constitutions urbaines d'Allemagne, portera cette représentation à 30 sièges sur 40. Ulm n'est pas gouvernée par un prince, ni par un évêque. Elle est gouvernée par ses tisserands, ses tanneurs, ses marchands de sel et de bois. Et ce sont eux qui décident de bâtir. La volonté naît donc de l'humiliation. L'Église hors les murs, inaccessible en temps de guerre, soumise à une autorité monastique étrangère, devient le symbole de tout ce qu'Ulm refuse désormais. Les quelques 10 000 habitants de la ville s'engagent à financer eux-mêmes la construction d'un nouveau sanctuaire, à l'intérieur des remparts. Pas de mécène princier, pas de chapitre cathédral, pas de dîme ecclésiastique.
L'argent viendra des bourses des marchands, des ateliers des artisans, des économies des familles ordinaires. Le temple sera celui du peuple d'Ulm et de personne d'autre. Le 30 juin 1377, la ville entière se rassemble autour d'une immense fosse creusée en plein cœur de la cité. Le bourgmestre Ludwig Kraft descend dans l'excavation et pose la première pierre sur une couche de mortier frais. Puis, il dépose 100 pièces d'or sur le bloc. D'autres notables suivent, ajoutant de l'or et de l'argent, car la foi seule ne suffit pas à bâtir une église. La direction du chantier est confiée à Heinrich Parler, architecte de la collégiale Sainte-Croix de Schwäbisch Gmünd, issu d'une famille de bâtisseurs dont le rayonnement s'étend de Prague à Strasbourg. Son premier projet prévoit une église-halle à 3 nefs de hauteur et de largeur presque égale, couronnée d'une flèche principale à l'ouest et de 2 clochetons au-dessus du chœur. Personne, ce jour-là, ne sait que le chantier durera plus de 500 ans. Personne n'imagine que la modeste flèche prévue par Parler sera un jour remplacée par le clocher le plus haut du monde. Mais l'essentiel est déjà là, dans cette fosse boueuse, sous le ciel de Souabe. 10 000 habitants d'une ville libre ont décidé, ensemble, de bâtir quelque chose qui les dépasse. Le Münster d'Ulm ne sera jamais la cathédrale d'un évêque. Il sera, dès sa première pierre, le temple d'une cité. Sur la façade occidentale du Münster d'Ulm, un bas-relief raconte une scène étrange. Le bourgmestre Ludwig Kraft et son épouse, vêtus de leurs habits de cérémonie, soulèvent ensemble une maquette de l'église et la déposent sur le dos courbé d'un homme en tablier de travail. Cet homme, c'est Heinrich Parler, le maître d'œuvre. L'image est saisissante par sa franchise. Le pouvoir civil écrase littéralement de son ambition celui qui doit la réaliser en pierre. Le commanditaire domine l'architecte. Le peuple commande, le bâtisseur obéit. Aucune cathédrale d'Europe ne porte sur ses murs un message aussi direct sur les rapports entre ceux qui paient et ceux qui construisent. Heinrich Parler n'est pourtant pas un artisan ordinaire. Il appartient à l'une des dynasties d'architectes les plus influentes de l'Europe gothique tardive. Son père, Johannes von Gmunt, a travaillé à la collégiale de Fribourg en Brisgau. Son fils, Peter, deviendra le créateur des voûtes de la cathédrale Saint-Guy de Prague, l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture du XIVe siècle. Son petit-fils participera à l'édification de l'église Sainte-Barbe de Kutna-Hora, en Bohême. Les Parler forment un réseau familial dont l'empreinte s'étend de la Souabe à la Bohême, des rives du Rhin aux confins de l'Empire. En confiant le chantier à Heinrich, les Ulmois ne choisissent pas seulement un architecte compétent. Ils s'inscrivent dans un courant artistique qui traverse tout le continent. Le projet initial d'Heinrich Parler est celui d'une église-halle, un modèle répandu dans le sud de l'Allemagne. Les 3 nefs doivent s'élever à une hauteur presque identique, créant un espace intérieur unifié, baigné d'une lumière homogène. Le chœur est prévu relativement modeste, long de 29 mètres et large de 15. Une flèche doit couronner la façade ouest, tandis que 2 tours plus petites encadreront le chœur à l'est. L'ensemble est ambitieux pour une ville de 10 000 habitants, mais il reste dans les proportions d'une grande église paroissiale, sans prétention à rivaliser avec les cathédrales des métropoles épiscopales. Les travaux avancent rapidement. Les carrières de grès de la région fournissent les blocs de pierre, acheminés par radeau sur le Danube ou tirés par des bœufs jusqu'au chantier. Des centaines d'ouvriers s'activent autour de la fosse de fondation. Les femmes de l'Assemblée ulmoise apportent elles aussi leur contribution aux travaux de terrassement, un fait suffisamment remarquable pour être consigné dans les chroniques. La pierre de taille est hissée à la force des bras à l'aide de treuils à cordes. Le style est celui du gothique flamboyant, aérien et lumineux, où la pierre semble défier la pesanteur. Mais la réalité du chantier est plus prosaïque. La majeure partie des murs, y compris les façades de la nef et du chœur, est construite en briques apparentes, un choix pragmatique dicté par l'économie et la disponibilité des matériaux. Seuls les tours et les éléments décoratifs sont entièrement en pierre de taille. Cette dualité entre l'apparence et la structure restera l'une des caractéristiques les plus singulières du Münster. En 1381, Heinrich Parler quitte le chantier. C'est son parent Michael Parler II qui prend la relève. Michael apporte avec lui l'expérience acquise sur le chantier du Dombo-Hütte de Prague, l'atelier de construction de la cathédrale Saint-Guy, où son cousin Peter dirige les travaux.
Ce transfert de savoir-faire entre Prague et Ulm illustre la circulation des idées et des techniques à travers l'Europe gothique. Michael poursuit l'élévation de la nef selon le plan initial de l'église Halle, respectant les proportions définies par Heinrich. De 1387 à 1391, un troisième membre de la famille, Heinrich Trois-Parleurs, dirige le chantier en tant que chef de l'atelier de construction. Trois parleurs en 15 ans. Trois tempéraments, trois sensibilités, mais une même fidélité au projet originel. Le Münster s'élève lentement, nef après nef, travée après travée. Les murs de briques montent, les arcs en ogive se dessinent, les premières verrières laissent filtrer la lumière dans un espace encore encombré d'échafaudages. À la fin du siècle, l'essentiel de la structure de la nef est en place. Le chœur prend forme à l'est, tandis qu'à l'ouest, les fondations de la tour principale attendent leur couronnement. Mais un problème se pose, que les parleurs n'ont pas résolu et que leur successeur devra affronter. Le plan de l'église Halle, avec ses trois nefs de hauteur comparable, impose des limites à l'élévation de la tour. Une flèche véritablement monumentale, de celle qui domine l'horizon d'une province entière, exige un vaisseau central plus haut, plus puissant, capable de supporter visuellement et structurellement une masse de pierre considérable. L'église Halle, par sa nature même, ne le permet pas. Pour réaliser le rêve d'une tour sans pareille, il faudrait repenser l'ensemble du projet, transformer la halle en basilique, rehausser le vaisseau central et ajouter un étage de claire-voie au-dessus des bas-côtés. Il faudrait, en somme, un architecte capable de voir plus grand que les parlers. En 1392, les Ulmois trouvent cet homme. Il s'appelle Ulrich von Ensingen. Il vient de Strasbourg, où il a travaillé à la flèche de la cathédrale, alors l'édifice le plus haut du monde. Et il arrive à Ulm avec une idée que personne, jusque-là, n'a osé formuler à voix haute. Bâtir un clocher de 150 mètres, le plus élevé de toute la chrétienté. Le chantier des parlers, si solide et si mesuré, est sur le point de basculer dans une toute autre dimension. Ulrich von Ensingen arrive à Ulm en 1392 avec une certitude que personne dans la ville ne partage encore. Il a passé des années sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg, dont la flèche culmine à 142 mètres, le point le plus élevé jamais atteint par la main de l'homme en cette fin de XIVe siècle. Il connaît les secrets des maîtres alsaciens, leur technique de contreventement, leur manière d'alléger la pierre en la perçant de baies et d'arcatures. Et il déclare aux Ulmois que leur clocher doit dépasser Strasbourg. 150 mètres. Aucune église au monde n'a jamais visé aussi haut. La proposition est vertigineuse, et pas seulement au sens architectural. Ulm n'est ni Paris, ni Cologne, ni Milan. Elle n'a pas d'évêque, pas de chapitre cathédral, pas de prince bâtisseur disposant des ressources d'un royaume. C'est une ville de tisserands, de tanneurs et de marchands de bois qui finance son église avec les deniers de ses habitants. Confier à cette ville le clocher le plus haut de la chrétienté, c'est parier que l'orgueil civique peut accomplir ce que seul le pouvoir princier ou ecclésiastique a réalisé jusque-là. Les sources ne conservent pas le détail des délibérations du conseil municipal, mais le résultat parle de lui-même. Ensingen obtient le poste de maître d'œuvre et les moyens de mettre son plan à exécution. Son premier acte est radical. Il abandonne le concept d'église-halle hérité des parlers. Les trois nefs de hauteur comparable, si harmonieuses dans leur équilibre, ne conviennent pas à un édifice couronné d'une flèche colossale. Les proportions seraient écrasées, la tour paraîtrait disproportionnée, posée sur un corps trop bas. Ensingen décide de rehausser considérablement le vaisseau central, le portant à 41 mètres et 60 centimètres, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Les bas-côtés, eux, restent à 20 mètres et 55 centimètres. Cette différence de niveau crée un étage de claire-voie percé de grandes fenêtres, qui inonde la nef d'une lumière zénitale, absente du projet initial. L'église Halle-Souabe se transforme en basilique gothique de type français, avec un vaisseau central dominant et des bas-côtés nettement plus bas. Cette métamorphose a une conséquence visible encore aujourd'hui. Entre le chœur, achevé selon les plans des parlers, et la nef rehaussée par Ensingen, il existe une différence de hauteur notable. Le chœur, plus ancien et plus bas, semble appartenir à un autre édifice.
La jonction entre les deux parties a été résolue par un grand mur oriental au-dessus du chœur, qui recevra plus tard une fresque monumentale du jugement dernier, datée de 1471. Ce mur, né d'une contrainte technique, deviendra l'un des éléments les plus saisissants de l'intérieur du Münster. Ensingen ne se contente pas de transformer la nef. Il repense l'ensemble de la façade occidentale pour accueillir la base de sa tour géante. Le plan prévoit un porche profond à 3 travées, surmonté d'étages successifs qui s'amincissent en s'élevant, jusqu'à un octogone ajouré couronné d'une flèche de pierre. Le poids de l'ensemble est colossal. La seule tour principale est estimée, dans sa version finale, à 51 500 tonnes. Pour supporter cette masse, les fondations doivent être d'une profondeur et d'une solidité exceptionnelles. Ensingen fait creuser jusqu'au substrat rocheux sous la couche d'alluvions du Danube, posant les bases d'une structure qui devra résister à des siècles de tassements et de vibrations. Les travaux progressent avec une lenteur qui décourage les impatients, mais rassure les ingénieurs. Ensingen sait que la précipitation est l'ennemi de la hauteur. Chaque assise de pierre doit avoir le temps de se tasser avant de recevoir la suivante. Les mortiers doivent sécher, les charges se répartir. En 1405, 28 ans après la pose de la première pierre, le Münster est suffisamment avancé pour être consacré. La cérémonie a lieu le 25 juillet, jour de la fête de Saint-Jacques. Mais l'édifice est loin d'être achevé. Le chœur est couvert d'une toiture provisoire. La tour n'a atteint qu'une fraction de sa hauteur prévue. La consécration est un acte de foi autant que de liturgie. On inaugure un bâtiment dont personne ne verra l'achèvement de son vivant. Ulrich von Ensingen meurt en 1419, après 27 ans à la tête du chantier. Son fils Matthäus lui succède en 1446 et achève la voûte du chœur en 1449, puis celle du bas-côté nord en 1452. Le petit-fils, Moritz, prend le relais et crée le somptueux réseau de contreforts qui orne la tour, ces dentelles de pierre que les chroniqueurs compareront à une fleur sculptée dans le grès. Pendant 85 ans, de 1392 à 1477, 3 générations d'une même famille se transmettent le flambeau du chantier, chacune ajoutant sa strate à l'édifice sans jamais dévier du projet fondateur. Cette continuité dynastique est remarquable dans l'histoire de l'architecture médiévale. Les Ensingen ne construisent pas seulement un clocher. Ils incarnent une promesse faite à la ville. La tour sera achevée, fût-ce au prix d'une vie, puis de 2, puis de 3. Le grand-père a dessiné le sommet qu'il ne verrait jamais. Le fils a poursuivi en sachant qu'il ne le verrait pas davantage. Le petit-fils a ciselé les contreforts d'un étage intermédiaire, conscient que des décennies de travail restaient devant lui. À la mort de Moritz von Ensingen, la tour atteint environ les 2/3 de sa hauteur prévue. L'octogone supérieur reste à construire. La flèche n'existe que sur parchemin. Mais la nef est voûtée, le chœur est clos, et l'intérieur du Münster peut désormais accueillir 20 000 fidèles debout, soit la totalité de la population d'Ulm et de ses environs. Le temple du peuple est devenu, en un siècle, le plus vaste espace couvert du sud de l'Allemagne. Un dimanche de l'an 1492, pendant l'office, un grondement sourd parcourt les voûtes du Münster. Des blocs de pierre se détachent du plafond de la tour et s'écrasent au sol dans un nuage de poussière. Les fidèles se ruent vers les portes, persuadés que l'édifice entier va s'effondrer. Le maître d'œuvre Matthäus Boblinger, qui a succédé aux Ensingen à la tête du chantier, assiste à la scène. Les chroniques divergent sur sa réaction. Selon le chroniqueur Fischer, il aurait fui avec les autres. D'autres documents attestent sa présence sur le chantier 3 ans plus tard. Ce qui est certain, c'est que l'effondrement partiel des voûtes de la tour marque un tournant. L'octogone supérieur, que Boblinger avait commencé à élever au-dessus de la couronne rectangulaire, est abandonné après seulement 5 mètres de construction. Un toit provisoire en forme de pyramide vient coiffer le moignon inachevé. La tour se fige à une centaine de mètres de hauteur. Le rêve d'Ensingen semble brisé. Boblinger porte une part de responsabilité dans cet accident. Les fondations de la tour, malgré leur profondeur, subissent un tassement inégal qui provoque des tensions dans la maçonnerie. L'ajout de l'octogone, avec sa masse considérable, aggrave le déséquilibre.
Mais le problème est plus ancien et plus profond. La nef, rehaussée par Ensingen sans l'adjonction d'arcs-boutants extérieurs, oscille dangereusement lors des tempêtes. Les murs latéraux, soumis à la poussée des voûtes, se déforment lentement. Le successeur de Boblinger, Burkhard Engelberg, comprend que la priorité n'est plus de monter, mais de stabiliser. Il divise les bas-côtés en travées plus étroites, ajoutant une rangée de colonnes élancées qui portent une voûte en étoile et redistribue les charges. Cette intervention sauve la nef de l'effondrement. Engelberg est considéré à juste titre comme le sauveur du Münster. Mais son œuvre est celle d'un médecin, pas d'un bâtisseur de sommet. La flèche attendra. Pendant que les architectes luttent contre la gravité, un autre miracle s'accomplit à l'intérieur de l'église. Les années 1460 à 1480 sont celles de l'épanouissement artistique du Münster, comme si le chantier, privé de son élan vertical, avait concentré toute son énergie dans la décoration. Le conseil municipal passe commande aux meilleurs artistes de Souabe, et le résultat dépasse toute attente. En 1469, le sculpteur et menuisier Jörg Sirlim l'Ancien entreprend la réalisation des stalles du chœur, un ouvrage qui l'occupera 5 ans, en collaboration avec le sculpteur Michel Erhardt. Longues de 18 mètres de chaque côté du chœur, ces stalles en chêne massif constituent l'un des ensembles de sculptures sur bois les plus remarquables de toute l'Europe gothique. Leur structure est rigoureuse. Chaque siège est surmonté d'un dais ouvragé et encadré de colonnettes finement ciselées. Mais ce sont les bustes qui retiennent l'attention et qui font la célébrité de l'œuvre. Du côté nord, les accoudoirs portent les visages de grands penseurs de l'Antiquité. Pythagore, Cicéron, Ptolémée, Sénèque. Le premier buste, dépourvu d'inscription, représente selon les historiens de l'art le poète Virgile. Du côté sud, leur font face les Sibylles, la Phrygienne, la Cuméenne, la Cimmérienne et leurs sœurs. L'expression de chaque visage est unique, individualisée, presque vivante. Rides profondes, regards intenses, barbe sculptée mèche par mèche. Le dernier buste de la série représente Cirlin lui-même, contemplant son œuvre depuis l'extrémité de la rangée. L'artisan a signé son chef-d'œuvre en s'y incluant. Le choix de représenter des philosophes païens et des prophétesses antiques dans un sanctuaire chrétien témoigne du souffle humaniste qui traverse l'Allemagne du Sud à la veille de la Renaissance. Le Münster, église de marchands et d'artisans, accueille Pythagore au même titre que les saints. Le savoir profane y dialogue avec la foi, dans un programme iconographique d'une audace remarquable pour l'époque. À quelques mètres des stalles, sur le pilier central du portail occidental, se dresse une œuvre plus ancienne et d'une intensité toute différente. L'homme de douleur, sculpté par Hans Mulcher vers 1429, représente le Christ debout, vivant, portant les plaies de la crucifixion, mais libéré de la croix. Le visage est empreint d'une souffrance contenue, d'une dignité silencieuse qui tranche avec l'exubérance des stalles de Cyrlin. La sculpture originale, trop précieuse pour rester exposée aux intempéries du porche, a été transférée à l'intérieur du Münster, sur un pilier sud-ouest du chœur, où une copie la remplace à l'extérieur. Plus tard, vers 1521, le maître ulmois Niklaus Weckmann sculpte le retable de la famille Goetz, un autel d'une richesse ornementale éblouissante. La partie centrale, en bois doré, représente la Sainte Famille entourée de ses proches. Les volets peints sont l'œuvre de Martin Schaffner, dont la composition de la scène trahit une connaissance directe de celle de Léonard de Vinci. Schaffner y glisse aussi les portraits de 3 membres vivants de la famille Goetz, représentés sous les traits de saints, selon l'usage du temps. Et les verrières du chœur, hautes de plus de 15 mètres, achèvent de transformer l'espace en un écrin de lumière. Les plus anciennes, datant des XIVe et XVe siècles, sont l'œuvre de Jacob Acker l'Ancien, vitrier d'Ulm, et du maître strasbourgeois Peter Emil von Andlau, dont la présence sur le chantier rappelle les liens persistants entre le Münster et les ateliers alsaciens. La crise architecturale de 1492 aurait pu être fatale. La tour brisée, les voûtes fissurées, le chantier en péril. Pourtant, c'est précisément dans cette période d'incertitude que le Münster reçoit ses trésors les plus durables.
Les pierres de la Flèche attendront des siècles, mais les chênes de Cirlin, les ors de Weckmann et les vers de Hemmel traverseront les guerres, les iconoclasmes et le temps sans perdre leur éclat. Les Ulmois votent. En 1530, puis de nouveau en 1531, les citoyens de la ville libre se prononcent par référendum sur la question la plus grave de leur époque. Faut-il adopter la foi protestante? La majorité est écrasante. Ulm bascule dans le camp de la réforme. Le lendemain du vote, des équipes entrent dans le Münster et commencent à décrocher les images pieuses, à vider les chapelles latérales, à dépouiller les autels de leurs ornements. Le sanctuaire qui a mis 150 ans à accumuler ses trésors est transformé en quelques semaines. Les murs sont blanchis, les statues sont retirées. La liturgie se simplifie, se dépouille, se recentre sur la parole et le chant. Le Münster, conçu comme un écrin de lumière et de sculpture, devient un temple austère où la nudité des surfaces exprime une théologie nouvelle. Cette transformation ne se fait pas sans perte. Des retables disparaissent, des peintures murales sont recouvertes de badigeons gris. Certaines œuvres sont déplacées, d'autres détruites. Mais le conseil municipal, fidèle à sa tradition de gouvernance pragmatique, prend une décision remarquable. Les stalles du chœur de Jörg Sirlin l'Ancien sont placées sous la protection de la ville. Les bustes de Pythagore et des Sibylles, ces figures païennes qui auraient pu choquer la sensibilité réformée, sont épargnés. Le Münster n'est pas la propriété d'un évêque dont on renverse l'autorité. Il est le bien commun des citoyens, et les citoyens décident de ce qui reste et de ce qui part. Ce geste de préservation, au milieu de la tourmente iconoclaste, sauvera un patrimoine irremplaçable. La réforme a des conséquences qui dépassent le domaine spirituel. Ulm, ville protestante, se retrouve engagée dans les guerres de religion qui déchirent l'Empire. En 1546, la Ligue de Smalkalde, coalition des princes et villes protestants, affronte l'empereur catholique Charles Quint. Ulm doit lever 7500 soldats et financer une guerre qui vide ses caisses. La défaite est amère. Charles Quint annule le Grand Serment, abolit les guildes et impose un conseil à majorité patricienne. La fierté civique ulmoise, celle-là même qui a engendré le Münster, est humiliée. Les guildes seront rétablies 10 ans plus tard, mais le pouvoir des marchands et des artisans ne retrouvera jamais sa plénitude d'antan. En 1543, le Conseil prend une décision qui scelle le sort du chantier. Tous les travaux de construction du Münster sont suspendus pour réduire les dépenses. La tour, coiffée de son toit pyramidal provisoire, se fige à environ 100 mètres de hauteur. Les échafaudages sont démontés. L'atelier de construction, la Münsterbauhütte, ferme ses portes. Le silence s'installe sur le chantier pour la première fois depuis 166 ans. Les raisons de cet arrêt sont multiples et dépassent les seules difficultés financières de la guerre. L'Europe entière est en train de changer. En 1492, Christophe Colomb a atteint les Amériques. 5 ans plus tard, Vasco de Gama a ouvert la route maritime des Indes. Le tour du monde de Magellan, achevé en 1522, a confirmé que les richesses de l'Orient pouvaient être atteintes par la mer, sans passer par les routes terrestres qui faisaient la fortune des villes du sud de l'Allemagne. Les flux commerciaux se déplacent vers l'Atlantique, vers Lisbonne, Séville, Anvers et Amsterdam. Les cités danubiennes perdent leur avantage. Ulm, dont la prospérité reposait sur l'exportation de textiles vers l'Italie et la France, voit ses marchés se contracter. Le lin souabe ne peut plus rivaliser avec les étoffes qui arrivent des Indes par bateau. À ce déclin économique s'ajoute, un siècle plus tard, la catastrophe de la guerre de 30 ans. Entre 1634 et 1635, la peste ravage Ulm et emporte près de 5000 habitants. 35 des 55 villages du territoire ulmois sont incendiés ou pillés. La ville, autrefois rayonnante, se replie sur elle-même. Le Münster, privé de soins, commence à se dégrader. Les toitures se couvrent de mousse. Des arbustes prennent racine dans les interstices de la maçonnerie, entre les corniches et les rosaces. Les pierres des moulures s'effritent sous l'effet du gel et de la pluie. La charpente pourrit lentement. Lors des grandes tempêtes, le bâtiment tremble et les bourrasques s'engouffrent dans les arcs brisés avec un sifflement lugubre. Des moineaux nichent dans les voûtes
et couvrent de leur piaillement les sermons du dimanche. Le Münster reste pourtant debout. Sa masse de briques et de grès résiste à l'abandon comme elle a résisté aux tassements et aux fissures. Les Ulmois s'habituent à sa dégradation progressive. La tour inachevée, avec son toit provisoire que personne n'a jamais prévu de conserver aussi longtemps, fait partie du paysage quotidien. Elle est là depuis toujours, semble-t-il, et sera là pour toujours, tronquée et patiente. Plusieurs autres grandes églises d'Allemagne partagent ce destin de chantiers interrompus. Les cathédrales de Cologne, de Ratisbonne, de Brême et de Meissen attendent elles aussi, figées dans leur inachèvement. Le phénomène dépasse les circonstances locales. À l'aube de la Renaissance, plus personne ne veut investir dans un style perçu comme désuet. Le gothique appartient au passé. L'avenir parle une autre langue architecturale. 3 siècles vont s'écouler. 3 siècles pendant lesquels le Münster sera le monument le plus imposant du sud de l'Allemagne et, simultanément, le symbole d'un rêve abandonné. Sa flèche tronquée dominera l'horizon souabe sans jamais atteindre le ciel que lui promettait Ensingen. Les Ulmois vivront à son ombre, entre fierté et résignation, jusqu'au jour où un nouveau souffle traversera l'Allemagne et réveillera l'ambition endormie sous le toit de fortune. Le 20 octobre 1805, sur les hauteurs du Michelsberg qui domine Ulm au nord, un grand feu a été allumé. Napoléon se tient debout, le dos tourné vers les flammes, et regarde en silence le spectacle qui se déroule en contrebas. 25 000 soldats autrichiens sortent de la ville en colonne, déposent leurs armes et leurs drapeaux au pied de la colline, puis s'éloignent tête basse sous le regard de la grande armée déployée en immense demi-cercle. Le général Karl Mack von Leiberich s'avance vers l'empereur et prononce ces mots restés célèbres. « Sire, voici le malheureux général Mack. » Derrière cette scène de capitulation, la silhouette massive du Münster se découpe contre le ciel d'automne, sa tour tronquée coiffée du même toit provisoire qui la couvre depuis plus de 2 siècles et demi. La capitulation d'Ulm est l'aboutissement de l'une des campagnes les plus brillantes de Napoléon. Tout a commencé 2 mois plus tôt, lorsque l'Autriche a rejoint la 3e coalition formée par le Royaume-Uni et la Russie contre la France. Le plan autrichien prévoyait de faire de l'Italie le théâtre principal des opérations. Une armée relativement modeste, sous le commandement nominal de l'archiduc Ferdinand et la direction effective de Mack, avait été envoyée en Bavière pour protéger le flanc nord et attendre les renforts russes du général Koutouzov. Mack s'était installé autour d'Ulm, convaincu que Napoléon traverserait la forêt noire par les routes classiques et n'amènerait que 70 000 hommes. Napoléon avait d'autres plans. La Grande Armée, 210 000 soldats organisés en 7 corps d'armée, avait franchi le Rhin bien au nord de la forêt noire, entre Mannheim et Strasbourg, puis exécuté un gigantesque mouvement tournant vers le sud-est. Ces corps atteignirent le Danube simultanément, face au sud, coupant Mack de ses lignes de retraite vers l'est et des Russes qui marchaient encore à travers la Pologne. La rapidité de la manœuvre fut stupéfiante. Les troupes françaises couvraient en moyenne 30 km par jour, un rythme que l'armée autrichienne, engoncée dans ses structures héritées de Marie-Thérèse, ne pouvait ni égaler ni anticiper. Un soldat de la Grande Armée résuma la chose avec l'humour d'Ack. « L'empereur a découvert une nouvelle façon de faire la guerre. Il se sert de nos jambes au lieu de nos baïonnettes. » Mack ne comprit l'ampleur du piège que vers le 14 octobre, quand le maréchal Ney écrasa le corps autrichien du général Rich à la bataille d'Elchingen et repoussa ses débris dans Ulm. Les jours suivants, Murat poursuivit avec sa cavalerie le corps de Werneck, qui capitula le 18. L'archiduc Ferdinand s'enfuit vers la Bohême avec à peine 1200 cavaliers. Le 16 octobre, Napoléon avait refermé le cercle autour d'Ulm. Le lendemain, l'artillerie française ouvrit le feu sur la ville. Mack tenta de négocier un délai, espérant encore l'arrivée des Russes. Mais Koutouzov était à plus de 150 km, bien trop loin pour intervenir. Le 20 octobre, Mack signa la capitulation. 60 000 Autrichiens avaient été tués, blessés ou faits prisonniers en moins de 15 jours. Les pertes françaises ne dépassaient pas 2000 hommes. Cette victoire, remportée presque sans bataille rangée, ouvrit la route de Vienne et prépara le triomphe d'Austerlitz le 2 décembre suivant.
Le tableau de Charles Thévenin, La capitulation d'Ulm, conservé au château de Versailles, immortalise la scène du 20 octobre. Le peintre a pris soin de représenter le Münster en arrière-plan, reconnaissable à sa tour inachevée. Le monument le plus célèbre d'Ulm sert de décor à l'une des plus grandes humiliations militaires de l'histoire autrichienne. Sur cette toile destinée à glorifier la France, l'église des bourgeois souabes est devenue un accessoire de la propagande impériale. Les conséquences de la campagne d'Ulm pour la ville elle-même sont profondes et durables. En 1803, Ulm perd son statut de ville impériale libre, qu'elle détenait depuis plus de 6 siècles, et se trouve absorbée par la Bavière. Puis, en 1810, un traité signé à Paris sous l'influence directe de Napoléon redessine les frontières entre le royaume de Wurtemberg et la Bavière. La ligne de démarcation suit le cours du Danube. La rive gauche, avec le centre historique et le Münster, revient au Wurtemberg. La rive droite reste bavaroise. La ville est coupée en deux. La partie orientale prendra bientôt le nom de Neu-Ulm, Nouvelle-Ulm, pour éviter toute confusion. Une cité qui avait gouverné 55 villages et 3 bourgs se retrouve amputée de sa moitié, divisée par un fleuve et une frontière née dans un cabinet parisien. Le Münster, lui, se dresse toujours sur la rive gauche, désormais wurtembergeoise. Sa tour inachevée contemple la ville brisée. Le temple que les Ulmois avaient bâti pour affirmer leur indépendance est maintenant le monument d'une cité qui n'existe plus en tant qu'entité souveraine. Ulm n'est plus une république de marchands. Elle n'est plus qu'une ville de province dans un royaume dont le souverain réside à Stuttgart. Mais l'humiliation napoléonienne porte en elle, paradoxalement, les germes d'un renouveau. La perte de la grandeur politique va réveiller, une génération plus tard, le désir de retrouver au moins la grandeur architecturale. Le mouvement néo-gothique qui traverse l'Allemagne au XIXe siècle, nourri de romantisme national et de nostalgie médiévale, va poser sur les cathédrales inachevées un regard neuf. Cologne relance le chantier de son dôme. Ratisbonne reprend ses tours. Et à Ulm, 40 ans après la capitulation de Mack, les premières voix s'élèvent pour réclamer ce que personne n'avait osé demander depuis 3 siècles. L'achèvement du Münster et de sa flèche, pour que la tour du peuple touche enfin le ciel promis par Enzingen. En 1844, les premiers ingénieurs à pénétrer dans le Münster après 3 siècles d'abandon du chantier découvrent un spectacle alarmant. La nef, privée des arcs-boutants qu'Enzingen avait prévus mais jamais construits, oscille de manière perceptible à chaque tempête. Les murs latéraux se sont déformés sous la poussée continue des voûtes. Les charpentes sont rongées par l'humidité. Des fissures parcourent les maçonneries et certaines clés de voûte ont glissé de plusieurs centimètres. Le Münster, que les Ulmois croyaient simplement inachevé, est en réalité en péril. Si rien n'est fait, l'édifice le plus imposant du sud de l'Allemagne risque de s'effondrer, non pas sous le poids de sa flèche absente, mais sous celui de ses propres murs. C'est l'Association pour l'art et l'Antiquité d'Ulm qui a sonné l'alarme et milité pendant des années pour la reprise des travaux. Le contexte s'y prête. Depuis le début du XIXe siècle, une vague de passion néo-gothique déferle sur l'Allemagne. Le Moyen-Âge, longtemps méprisé comme une époque de ténèbres, est réhabilité par les romantiques qui y voient l'expression la plus authentique du génie national. Les cathédrales inachevées deviennent des causes patriotiques. À Cologne, le chantier du Dôme a repris en 1842, porté par un élan populaire et royal qui mobilise toute la Prusse. À Ulm, la dynamique est différente. Il n'y a pas de roi pour financer les travaux. Le Münster reste ce qu'il a toujours été, le temple du peuple, financé par les citoyens. Une loterie est lancée pour réunir les fonds nécessaires. Les dons affluent de toute la Souabe. La Münsterbauhütte, l'atelier de construction du Münster, rouvre ses portes après un sommeil de 300 ans. Le premier maître d'œuvre de cette nouvelle ère est Ferdinand Tran, un ingénieur méthodique dont la mission initiale n'a rien de glorieux. Il doit sauver le bâtiment existant avant de songer à le compléter. Pendant 14 ans, de 1856 à 1870, Tran érige les arcs-boutants qui manquaient à la nef depuis l'époque d'Enzingen. Ces structures de pierre, larges de 18 mètres, enjambent les bas-côtés pour venir épauler les murs du vaisseau central. Leur conception est un exercice d'équilibre.
suffisamment robuste pour neutraliser la poussée des voûtes, suffisamment délicat pour ne pas écraser la silhouette de l'édifice. Tran y parvient avec une élégance qui témoigne de la maîtrise technique du XIXe siècle. Les arcs-boutants du Münster, bien que tardifs de 4 siècles, s'intègrent à l'ensemble comme s'ils avaient toujours été là. Vient ensuite la construction des 2 tours du chœur, achevées en 1880. Ces clochetons encadrant l'abside orientale, prévus dès le plan originel mais jamais réalisé, s'élèvent à 86 mètres, une hauteur déjà considérable qui aurait suffi à couronner la plupart des églises d'Europe. Mais l'attention du pays entier est tournée vers l'ouest, vers la tour principale, vers la flèche. C'est ici que l'histoire du Münster croise celle d'une rivalité nationale. En 1874, l'église Saint-Nicolas de Hambourg, achevée dans un style néo-gothique flamboyant, a atteint 147 mètres, devenant brièvement la structure la plus haute du monde. Mais Cologne approche de son apogée. Sa flèche, en cours d'achèvement, doit culminer à 157 mètres. La course vers le ciel est lancée, et toute l'Allemagne la suit avec la ferveur d'une compétition sportive. Le plan médiéval de Matthäus Böblinger, conservé dans les archives d'Ulm, prévoyait une flèche de 151 mètres, suffisant pour dépasser Hambourg, mais pas Cologne. Le maître d'œuvre, August von Bayer, prend alors une décision qui fait encore débat aujourd'hui. Il modifie le plan de Böblinger et ajoute environ 10 mètres à la hauteur prévue, portant l'objectif final à 161 mètres et 53 centimètres. Les responsables du chantier de Cologne, informés de ce changement, protestent publiquement, accusant Ulm de vouloir surpasser leur cathédrale par pure vanité. Les Ulmois nient avec véhémence. Selon leur argument, le projet médiéval d'Ensingen avait toujours envisagé une tour plus haute que celle de Cologne, et l'ajout de Bayer ne fait que rétablir les proportions originales. La querelle ne sera jamais tranchée de manière définitive. Les historiens continuent de s'interroger sur les motivations exactes de cette surélévation. Ce qui est certain, c'est que les 10 mètres supplémentaires donnent à Ulm la victoire dans la course au clocher. Les travaux de la flèche progressent avec une rigueur qui contraste avec l'impatience du public. Chaque assise de pierre est posée, vérifiée, ajustée. Le grès provient des mêmes carrières souabes qui ont fourni le chantier médiéval. Les techniques de construction, en revanche, bénéficient des progrès du XIXe siècle. Échafaudage métallique, levage mécanique, calcul de résistance des matériaux. L'octogone ajouré, abandonné par Böblinger après l'accident de 1492, est enfin achevé. Au-dessus, la flèche proprement dite s'élance, percée de baies et allégée par des galeries successives qui permettent au vent de traverser la structure sans la renverser. Le 31 mai 1890, la dernière pierre est posée au sommet de la flèche. La ville entière est rassemblée sur la Münsterplatz et dans les rues adjacentes. 513 ans se sont écoulés depuis que le bourgmestre Kraft a déposé ses 100 pièces d'or sur le bloc de fondation. Des générations de maîtres d'œuvre, de tailleurs de pierre, de charpentiers et de simples manœuvres se sont succédés sur ce chantier, transmettant de père en fils un savoir-faire et une obstination sans équivalent. Le Münster d'Ulm est désormais l'église la plus haute du monde. Sa flèche dépasse de 4,5 mètres, celle de la cathédrale de Cologne. Le peuple d'Ulm a tenu la promesse formulée par Ensingen 5 siècles plus tôt, dans une ville qui n'existe plus. La nuit du 17 décembre 1944, le ciel au-dessus d'Ulm vire à l'orange. Les bombardiers du Royal Air Force Bomber Command britannique lâchent des centaines de tonnes de bombes explosives et incendiaires sur le centre-ville. Les cibles principales sont les usines de camions Magirus Deutz et Käsbohrer, dont les véhicules alimentent la logistique de la Wehrmacht sur tous les fronts. Mais les bombes ne font pas de distinction entre une usine et une maison à colombage. Au matin, le cœur médiéval d'Ulm n'existe plus. Sur 12 756 bâtiments que compte le centre, moins de 1800 sont encore debout. 707 personnes ont péri. 25 000 habitants se retrouvent sans abri, en plein hiver. 81% de la vieille ville est en ruine. Et au milieu de ce champ de décombres, intacte, colossal, la flèche du Münster se dresse dans le ciel de fumée. Le Münster a survécu. Ce fait, à lui seul, tient du prodige. Tout autour de la Münsterplatz, les immeubles qui bordaient la place depuis des siècles se sont effondrés ou ont brûlé.
Les flammes ont ravagé des quartiers entiers à l'ouest, jusqu'à la gare ferroviaire, et au nord, jusqu'au faubourg. Le souffle des explosions a brisé des vitraux, projeté des éclats contre les murs, fait trembler les voûtes. Mais la structure elle-même a tenu. Selon certaines sources, les bombardiers alliés auraient délibérément épargné le Münster, utilisant sa flèche comme point de repère pour la navigation aérienne au-dessus de la ville. Cette hypothèse, souvent reprise, est difficile à vérifier de manière définitive, mais elle correspond à une pratique documentée dans d'autres villes bombardées. La cathédrale de Cologne, elle aussi, a survécu aux raids aériens qui ont anéanti la ville autour d'elle, et pour des raisons similaires. L'épreuve du Münster pendant la Seconde Guerre mondiale ne se limite pas à cette mi de décembre. Elle commence bien avant, dans les années sombres qui précèdent le conflit. En 1933, un camp de concentration est établi sur le Kuhberg, l'une des collines qui surplombe Ulm, destinée principalement aux opposants politiques du régime. La communauté juive d'Ulm, qui compte environ 500 personnes, est progressivement persécutée, privée de ses droits, dépossédée de ses biens. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, lors du pogrom de la Nuit de Cristal, un groupe de SA ulmois met le feu à la synagogue de la ville, consacrée en 1873. Les pompiers municipaux interviennent rapidement, non pas pour sauver le lieu de culte juif, mais pour empêcher les flammes de se propager aux immeubles voisins. Des membres de la communauté juive sont brutalisés. 56 hommes sont déportés au camp de Dachau. 2 d'entre eux n'en reviendront pas. Le Münster, à quelques centaines de mètres de la synagogue en flammes, reste silencieux. Après le raid de décembre 1944, la guerre n'est pas finie pour Ulm. Le 1er mars 1945, par une journée de printemps sans nuages, environ 750 appareils de la 8e flotte aérienne américaine se présentent au-dessus de la ville. Leur objectif est la gare de triage, nœud logistique essentiel pour l'approvisionnement des forces allemandes dans le sud du pays. En 45 minutes, 1326 tonnes de bombes explosives et incendiaires s'abattent sur le secteur est d'Ulm. Cette fois, le Münster est touché. Une bombe de 500 kg traverse la toiture et s'écrase dans la partie du cœur. L'impact est violent. La bombe s'enfonce dans le sol du sanctuaire, à quelques mètres des stalles de Sierlin, à portée de souffle du retable de Weckmann et des verrières médiévales. Mais elle n'explose pas. L'engin reste fiché dans le sol, inerte, comme si 5 siècles d'histoire avaient pesé sur son détonateur. Les démineurs viendront le neutraliser plus tard, quand le silence sera revenu sur la ville. Les vitraux du XIXe siècle, ceux qui avaient remplacé les verrières médiévales détruites lors de conflits antérieurs, ne survivent pas au bombardement. Les ondes de choc les pulvérisent. Ils seront progressivement remplacés, dans les décennies suivantes, par des créations contemporaines. Les vitraux les plus anciens, ceux du chœur datant des XIVe et XVe siècles, sont en revanche épargnés, protégés par leur position en retrait et par la solidité de leur armature de plomb. Le gros œuvre du Münster ne subit que des dommages superficiels. Éclats sur les façades, fissures mineures dans certains éléments décoratifs, traces d'impact sur la pierre. L'essentiel est sauf. La ville, elle, doit tout reconstruire. Les premières années d'après-guerre sont celles de la survie. Les décombres sont si épais que la circulation est presque impossible. Les cratères de bombes, remplis d'eau de pluie, parsèment le paysage comme des mares dans un champ labouré. La reconstruction suit les principes austères des années 1950 et 60. Ligne droite, béton, fonctionnalité. La plupart des maisons à colombage qui faisaient le charme de la vieille ville ont disparu pour toujours. Le quartier des pêcheurs, miraculeusement épargné comme le Münster, reste l'un des rares témoins du passé médiéval. Sur la Münsterplatz dévastée, le Münster retrouve peu à peu sa place au centre de la vie urbaine. Les travaux de restauration s'étalent sur des décennies. Les vitraux sont remplacés un à un, les façades sont nettoyées, les pierres endommagées changées. La Münsterbauhütte, l'atelier de construction qui a traversé les siècles, reprend son travail patient d'entretien et de réparation. Le grès souabe, rongé par la pollution et des intempéries, doit être constamment surveillé et remplacé. Le Münster, comme toutes les grandes églises de pierre, est un chantier permanent,
un édifice qui ne sera jamais véritablement achevé. La bombe de 500 kg qui n'a pas explosé dans le cœur est devenue, avec le temps, l'un des épisodes les plus racontés de l'histoire du Münster. Elle incarne, dans la mémoire collective des Ulmois, la conviction que leur église est protégée par quelque chose de plus fort que la pierre et le mortier. Les historiens préfèrent une explication plus prosaïque, un détonateur défectueux, un mécanisme grippé par le froid, un défaut de fabrication parmi les milliers de bombes produites à la chaîne dans les usines alliées. Le Münster n'a pas été sauvé par un miracle. Il a été sauvé par un accident industriel. Mais pour une ville qui a vu disparaître 81% de son centre historique en une seule nuit, la différence entre les deux est mince. Sur le tympan du portail occidental, sculpté dans les années 1380, Dieu tient entre ses mains une sphère en rotation, entourée d'orbites planétaires. La Terre est ronde, elle tourne. Et les bâtisseurs d'Ulm le savaient, un siècle avant que Copernic ne publie son traité sur les révolutions des sphères célestes. Ce relief, niché dans le vestibule à 3 travées du portail principal, n'est pas un détail ornemental. C'est une déclaration cosmologique gravée dans la pierre d'une église paroissiale, au cœur de la Souabe médiévale, à une époque où la légende veut que l'Europe entière croyait la Terre plate. Le portail occidental du Münster se distingue de la plupart des grands portails gothiques par la complexité de son programme iconographique. Là où d'autres églises placent le jugement dernier au centre de leur façade, Ulm relègue cette scène à l'arrière-plan, dans les 3 angles du tympan, et choisit comme motif principal l'histoire de la création. Le geste est théologiquement audacieux. Avant de juger l'humanité, Dieu crée le monde. La chronologie divine prime sur la menace eschatologique. Ce choix reflète peut-être l'esprit d'une ville de marchands et d'artisans, plus attachée à l'œuvre de la création, au travail des mains et de l'esprit, qu'à la terreur du châtiment éternel. Les autres portails du Münster composent un ensemble narratif d'une richesse considérable. Le grand portail marial, l'un des plus vastes du gothique germanique, déploie sur son tympan des scènes de la vie de la Vierge Marie. Le portail des Passions, daté d'environ 1370, représente les souffrances du Christ dans un style à la fois brutal et raffiné. Le petit portail marial, encore plus ancien, porte un tympan de 1356, montrant la nativité et l'adoration des mages. Le portail du mariage, également appelé portail du jugement, daté de 1360, offre une représentation du jugement dernier d'une franchise saisissante, avec un monstre dévorant les pécheurs dans une composition d'une naïveté terrifiante. Plusieurs de ces tympans proviennent de l'ancienne église paroissiale Notre-Dame-des-Champs, le sanctuaire d'avant le Münster, celui qui se trouvait hors les murs. Les sculpteurs du XIVe siècle ont ainsi transféré dans le nouveau temple les pierres sacrées de l'ancien, assurant une continuité symbolique entre les deux édifices. À l'intérieur du Münster, la transition entre le sacré et le profane est tout aussi remarquable. La cuve baptismale octogonale, datée de 1474, se dresse sous un baldaquin doré. Ses 8 faces portent les figures de 6 prophètes et 2 rois, encadrés par les armoiries des 7 princes électeurs du Saint-Empire. Le baptême chrétien y côtoie le pouvoir temporel, les prophètes bibliques y voisinent avec les blasons impériaux. Cette juxtaposition n'est pas fortuite. Elle rappelle que le Münster est à la fois un lieu de culte et un monument civique, ancré dans les structures politiques de son temps. Les murs du Münster abritent également la plus grande collection d'écus et de blasons historiques d'Allemagne. 133 boucliers armoriés, témoins des familles, des guildes et des alliances qui ont marqué l'histoire de la ville. Ces blasons, accrochés aux piliers et aux murs de la nef, transforment l'espace sacré en une galerie héraldique où se lit, pour qui sait déchiffrer les symboles, toute la mémoire sociale d'Ulm. Mais c'est par le son que le Münster révèle peut-être sa dimension la plus vivante. L'église possède 5 orgues, toutes modernes, qui se répondent à travers l'immense vaisseau de pierre. Le grand orgue, installé entre 1967 et 1969 sur la tribune principale sous la tour, est un instrument monumental. Il compte 99 registres, 5 claviers manuels, un pédalier et 8900 tuyaux. Certaines parties des tuyaux de l'ancien orgue ont été réutilisées dans la construction du nouvel instrument, assurant un lien matériel avec les sonorités du passé. Le système d'accords, entièrement électronique,
témoigne de l'adaptation du Münster aux technologies contemporaines. Le dernier né des orgues du Münster est le plus surprenant. Construit en 2022, l'orgue du chœur est un instrument de type nid d'hirondelle, suspendu en hauteur sur le mur sud du chœur, au-dessus des stalles de Cirlin. Il possède 18 registres, 2 claviers et un pédalier. Ses caractéristiques techniques et sonores ont été conçues dans le style du romantisme français, un choix qui peut surprendre dans une église protestante du sud de l'Allemagne. Ce parti pris esthétique rend hommage à la tradition de facture d'orgue française, celle de Cavaillé-Coll et de ses successeurs, réputée pour la chaleur de ses timbres et la richesse de ses harmoniques. Le nid d'hirondelle, accroché à la paroi comme une loge suspendue dans le vide, projette ses sonorités directement sur les stalles médiévales, créant un dialogue entre le chêne du XVe siècle et les tuyaux du XXIe. Depuis 1890, année de l'achèvement de la Flèche, un concert d'orgue a lieu chaque jour à midi pendant la saison touristique. Le dimanche, un récital plus long est proposé aux fidèles et aux visiteurs. Chaque année, le dernier dimanche avant Noël, la saison se clôt par un concert sur demande, dont le programme est composé à partir des requêtes envoyées par les habitants d'Ulm tout au long de l'année. Cette tradition, vieille de plus d'un siècle, illustre une fois encore le lien singulier entre le Münster et sa ville. Les Ulmois ne se contentent pas d'écouter la musique de leur église, ils la choisissent. Le Münster est un temple protestant qui a conservé ses sculptures catholiques, une église gothique dont les orgues chantent en romantique français, un monument médiéval qui accueille des instruments du XXIe siècle. Cette capacité à absorber les époques sans renier les précédentes est peut-être son trait le plus singulier. Le conseil municipal qui a protégé les stalles de Cirlin pendant l'iconoclasme réformé obéissait au même instinct que les facteurs d'orgue qui ont inséré les tuyaux anciens dans le grand orgue moderne. Rien ne se perd dans le Münster d'Ulm. Tout se superpose, se complète, se répond à travers les siècles. Le 31 mai 1811, un homme en redingote grimpe sur une plateforme de bois dressée au bord du Danube, face à la rive bavaroise. Il porte sur le dos un assemblage de toiles et de lattes qui ressemble à une paire d'ailes immenses. La foule est dense sur les berges. Le roi de Wurtemberg, Frédéric Ier, a fait le déplacement. Au-dessus de la Seine, la tour du Münster, encore coiffée de son toit provisoire, domine la ville comme elle le fait depuis 3 siècles. L'homme s'appelle Albrecht Ludwig Berblinger. Il est tailleur de profession et il est convaincu de pouvoir voler. Berblinger a passé des années à observer le vol des chouettes dans les vignobles du Michelsberg, ces mêmes hauteurs où Napoléon avait regardé la capitulation de Mack 6 ans plus tôt. Les pentes des vignobles créent des courants ascendants favorables, et c'est là, en secret, que le tailleur a testé son appareil. Les essais privés ont fonctionné. L'engin, ancêtre du deltaplane, est aérodynamiquement viable. Mais le Danube n'est pas le Michelsberg. Sur le fleuve, les courants sont descendants, et Berblinger a commis l'erreur de décoller vent arrière. L'appareil pique du nez. Le tailleur s'écrase dans les eaux glacées du Danube, sous les rires et les moqueries de la foule. Des pêcheurs, postés en contrebas par précaution, le repêchent sain et sauf. Sa réputation, elle, ne s'en remettra pas. Berblinger mourra dans la pauvreté et l'oubli en 1829. 2 siècles plus tard, les ingénieurs en aéronautique ont construit une réplique exacte de son appareil et l'ont testé en conditions contrôlées. Le verdict est formel, la machine volait. Le problème n'était pas l'invention, mais le lieu de décollage. Le tailleur d'Ulm avait raison. Il était simplement né trop tôt, dans un monde qui n'était pas prêt à le comprendre. En 2020, pour le 250e anniversaire de sa naissance, une tour d'observation de 20 mètres a été inaugurée sur la berge exacte d'où il s'était élancé. Conçue par le duo d'artistes munichois Brunner et Ritz, elle prend la forme d'un escalier en spirale incliné à 10 degrés vers le Danube, comme un hommage au plongeon manqué de 1811. Le Münster, visible depuis son sommet, semble veiller sur ce monument à l'audace et à la patience. Le destin de Berblinger fait écho à celui du Münster lui-même. 5 siècles de construction, des décennies d'abandon, un projet déclaré impossible par chaque génération et pourtant accompli par la suivante. La tour d'Ensingen, rêvée en 1392, achevée en 1890,
a attendu près de 500 ans. Le deltaplane de Berblinger, moqué en 1811, a été reconnu comme une invention pionnière au XXIe siècle. Ulm produit des rêves dont la validité excède la durée de vie de leur créateur. Aujourd'hui, le Münster attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. 768 marches mènent au belvédère situé à 143 mètres de hauteur, dans le tiers supérieur de la flèche. Le dernier escalier en colimaçon, si étroit qu'une seule personne peut y passer à la fois, débouche sur une galerie circulaire d'où se déploie un panorama qui embrasse les deux Ulm, le ruban du Danube, les collines de Souabe et, par les jours où souffle le Föhn, la chaîne des Alpes depuis le Sentis jusqu'à la Zugspitze. La montée est un voyage à travers les strates de l'édifice, les briques médiévales du premier niveau, le grès taillé de la Renaissance interrompue, les ajouts du XIXe siècle qui achèvent la flèche. À 70 mètres de hauteur, le palier du beffroi abrite 10 cloches. L'une d'entre elles, la cloche du serment, est encore sonnée à la main lors du Schwörmontag, le lundi du serment, une tradition remontant à 1397, quand les Ulmois juraient fidélité à leur constitution. La Münsterplatz elle-même est devenue un lieu de dialogue entre les époques. En 1993, un bâtiment d'un blanc éclatant a surgi au pied du Münster, le Stadthaus, conçu par l'architecte américain Richard Meyer. Sa façade de granit espagnol blanc rosé et ses parois de verre contrastent radicalement avec le grès gris de l'église gothique. L'inauguration a suscité de vives protestations parmi les habitants, choqués par l'audace moderniste à l'ombre du Münster. Mais en 2019, le bâtiment a été inscrit sur la liste des monuments d'importance nationale. Le Stadthaus abrite des expositions d'art contemporain, un centre d'information touristique et, au sous-sol, une exposition archéologique permanente retraçant l'histoire de la Münsterplatz. Sa toiture inclinée reprend subtilement la pente des bâtiments voisins, comme une révérence discrète au tissu urbain qui l'entoure. De l'autre côté de la place, la pyramide de verre de la bibliothèque centrale, achevée en 2004 par l'architecte allemand Gottfried Böhm, poursuit ce dialogue. Haute de 36 mètres, cette structure de 9 étages abrite une collection de plus de 600 000 ouvrages, dont des manuscrits médiévaux et des incunables d'une valeur inestimable. La façade ouest, conçue en forme de théâtre antique, ouvre sur la place un espace de gradins où les Ulmois viennent s'asseoir, lire, regarder passer le temps au pied de leur Münster. La bibliothèque est l'institution culturelle la plus fréquentée de la ville, avec près de 600 000 visiteurs par an, un chiffre qui rivalise avec celui du Münster lui-même. Le record de hauteur du Münster, incontesté depuis 1890, est cependant menacé. À Barcelone, la Sagrada Familia d'Antoni Gaudí, en construction depuis 1882, prévoit une tour de Jésus-Christ culminant à 172 mètres et 50 centimètres. La croix sommitale a été posée en 2025. Le Münster d'Ulm, qui a détenu la couronne pendant plus d'un siècle, cédera peut-être bientôt son titre. Mais les Ulmois accueillent cette perspective avec une sérénité qui dit tout de leur rapport à leur Église. Le Münster n'a jamais eu besoin d'être le plus haut pour être le plus singulier. Il est le seul grand sanctuaire d'Europe à avoir été entièrement financé par ses habitants, sans prince ni prélat. Il est le temple d'une ville libre, bâtie par des tisserands et des marchands de bois, rêvé par un homme qui venait de Strasbourg, achevé par des ingénieurs du XIXe siècle, sauvé par une bombe qui n'a pas explosé. Je suis Victor Latour. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire de 5 siècles de pierre, de patience et d'obstination. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne.